C'était une suggestion douce et inoffensive qu'il a failli ignorer. Il laissait à sa femme Suzanne un emploi du temps exigeant, car son travail l'obligeait à s'absenter fréquemment. Au fil des ans, ils ont pris l'habitude de s'informer régulièrement l'un l'autre de leurs allées et venues. Jeudi matin, un accord commercial a été conclu. Les homologues ont signé des contrats et se sont dépêchés de régler un problème sur la côte et avant 11 heures du matin. Ce type de voyage d'affaires était courant pour l'agréable dépanneur et négociateur qu'était Hurley. Il était censé s'absenter de chez lui pendant une semaine entière pour cette mission spécifique, qui devait se terminer le samedi. Il avait l'intention de quitter Los Angeles à 21h15 et d'atteindre Seattle après minuit. Refusant catégoriquement que Suzanne vienne le chercher à l'aéroport de SeaTac, il s'est arrangé pour prendre la navette de l'aéroport et est arrivé à sa porte à Bellevue à 1h30 du matin. Hurley a fait les ajustements nécessaires à ses billets et était à bord de l'avion à 13h45 après une manœuvre rapide à travers LAX. Afin d'informer Suzanne de son retour anticipé, il a utilisé le téléphone de bord pour téléphoner à la maison pendant qu'il était en vol. Mais elle travaillait. Il prend son porte-documents, en sort le numéro et le compose. La réceptionniste demande à Jensen, Sharon et Anderson, « En quoi puis-je vous être utile ?» Hurley demanda, « Jennifer est-elle disponible ?» car il avait l'habitude de parler immédiatement à l'assistante personnelle de Suzanne. La secrétaire qui assiste habituellement Madame Conroy n'est pas là aujourd'hui ni demain. « Puis-je vous aider ?» demande la réceptionniste. Il demande alors, « Pourrais-je parler à Madame Conroy ?» La réceptionniste, un peu confuse, répond, « Madame Conroy ? Puis-je savoir qui appelle ?» C'est son mari. « Je vous prie de me mettre en relation, » dit Hurley. La réceptionniste réfléchit une seconde avant de dire, « Madame Conroy est occupée en ce moment, et je ne sais pas si elle est disponible. Puis-je prendre un message ? Non, je lui parlerai ce soir à la maison. Dites-lui simplement que j'ai appelé, » dit Hurley en mettant fin à l'appel après avoir réfléchi un peu. Il passa une demi-heure supplémentaire à essayer d'identifier la sensation lancinante de l'appel. Hier soir, Suzanne lui avait promis au téléphone qu'elle passerait toute la journée sur son lieu de travail. Mais il était possible qu'elle soit occupée avec un client ou profondément impliquée dans des problèmes juridiques, de sorte qu'elle n'était pas joignable. Il est donc impossible de la joindre. Mais la disparition de Jennifer le préoccupe davantage. Suzanne a veillé à ce que les horaires de travail de Jennifer soient identiques aux siens. Pendant les heures de travail de Suzanne, Jennifer n'était absente du bureau qu'en de rares occasions, pour des voyages d'affaires personnelles ou un mauvais cas de grippe, d'après Hurley. À 18h35, le jet avait dûment atterri à Seattle, le déposant à sa résidence. La maison dans l'obscurité était un spectacle étrange, et Suzanne n'était pas là, ce qui était surprenant. Comme d'habitude, sa femme était de retour à la maison à 18h. Il se changea rapidement après avoir déballé ses affaires et jeta ses vêtements sales dans la buanderie. Il se prépara un sandwich au fromage grillé pour le dîner de 20h, même si Suzanne était toujours introuvable. Alors qu'il s'installe devant la télévision, son niveau d'anxiété augmente. L'inquiétude s'empare de lui au fur et à mesure que la nuit s'écoule sans que Suzanne ne revienne. A-t-elle eu un accident ? Personne n'aurait pris la peine de la contacter ni même de laisser un mot à la résidence si quelque chose s'était produit. Il était tellement agité qu'il ne pouvait s'empêcher de faire les 100 pas. Il a tenté de la contacter en appelant son téléphone portable, mais un système automatisé l'a informé que son numéro n'était pas joignable. Il a supposé que le haut-parleur était probablement éteint. Mais pourquoi l'aurait-elle éteint ? À 9h20, lorsque son propre téléphone a sonné et que Suzanne était à l'autre bout du fil, le soupçon que quelque chose n'allait pas s'est transformé en une inquiétude brûlante. Tôt, je commençais à m'inquiéter. J'ai appelé l'hôtel après le dîner, et ils m'ont dit que tu avais quitté l'hôtel. Tu vas bien ? Elle s'est montrée inquiète. Où es-tu ? Juste un changement de programme, a-t-il répondu. Tu es à la maison ? Oui, je viens de finir de ranger la cuisine. C'est calme ici ce soir. Tu reviendras dimanche comme prévu, et où vas-tu loger ? Dans sa réponse, il regarda la cuisine vide, sa femme n'était pas là, et vit sa vaisselle improvisée empilée dans l'évier. Je serai à la maison tout le dimanche. Nous avons transféré nos négociations à leur siège aujourd'hui. Vous pouvez me joindre sur mon portable, dit-il. Quelque chose d'inhabituel s'est produit aujourd'hui ? J'ai essayé de vous joindre au bureau cet après-midi. Elle a répondu, oh, eh bien, rien de particulier. J'étais lié à John Stickner à l'époque. Il m'a vraiment aidé pour le compte de Melrose cette semaine. Je lui dois une fière chandelle pour cela, avec un soupçon d'énigme dans son ton qui laissa Hurley perplexe. Chérie, après avoir réglé ce désastre, il semble que je puisse obtenir ce partenariat. Monsieur Jensen me l'a pratiquement assuré, dit Suzanne. N'est-ce pas merveilleux ? Absolument, ma chérie.
Il va falloir fêter ça. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là ce soir pour lancer les festivités. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous pourrons commencer la fête dimanche, quand tu seras de retour. S'il te plaît, ne sois pas en retard, tu me manques terriblement. Ce soir, ce sera si calme dans ce grand lit sans toi. L'appel s'est achevé après une brève conversation sur des questions domestiques. Un nœud commençait à se former dans les tripes d'Hurley, assis là, en pensant au déluge de mensonges que Suzanne lui avait fournis. Un arrière-goût amer lui restait dans la bouche. Il avait toujours cru que leur mariage et leur amour étaient solides comme le roc, jusqu'à maintenant. Son esprit était maintenant rempli de doutes. Se retournant dans l'énorme lit désert que Suzanne lui avait décrit, Hurley lutta contre le sommeil jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il était debout depuis l'aube, fixant le plafond en essayant de planifier sa journée. À 9 heures, il était clair que Suzanne ne retournerait jamais chez elle. Il a appelé le numéro associé à son lieu de travail. La réceptionniste ayant pris le nom de Madame Conroy au lieu de celui de Jennifer, il a poliment demandé à lui parler. Il a exprimé sa gratitude à la réceptionniste en apprenant qu'elle n'était pas disponible, l'a rassuré en lui disant que l'affaire n'était pas urgente et lui a promis de la rappeler lundi. Pas de problème. Madame Conroy est attendue lundi à 9 heures. Vous pourrez la joindre à ce moment-là, a répondu la réceptionniste avec un sourire. Avant de monter dans leur SUV, Hurley a récupéré les détails des contacts que Suzanne avait au bureau. Sauf pour tracter leur caravane ou faire du camping dans les cascades, l'explorer vers foncé n'était guère utilisé. Leur connaissance n'avait jamais vu une telle voiture. Déposant la Mercedes au garage, il se rendit au bureau de Suzanne à Bellevue. Il a parcouru lentement le terrain jusqu'à ce qu'il trouve la BMW grise de Suzanne, qui n'y était pas. En cherchant l'endroit qu'il avait vu dans ses contacts, la résidence de John Stickner, il eut un sentiment terrible. Il la trouva nichée dans une forêt de la région cossue de Medina. Derrière les grands sapins, une clôture de briques rouges de 2 mètres de haut entourait la propriété. En faisant une manœuvre délibérée pour ne pas bloquer l'allée circulaire, il remarqua la BMW de Suzanne garée à côté du garage alors qu'il passait lentement. Il dut s'arrêter et prendre un moment pour se ressaisir, car sa vue se troublait. Il avait besoin de se sécher les yeux. En arrivant à Bellevue, Hurley choisit un déjeuner qui avait été tellement reporté qu'il s'agissait presque d'un brunch. Il commanda un thé et une gaufre belge et s'installa vers 11h30. Craignant que la gaufre ne soit trop lourde pour son estomac fragile, il se révolta contre le café. Il termina son dîner, paya l'addition et quitta le restaurant 1 heure après avoir commencé à manger lentement, en savourant chaque bouchée. Il repassa devant la maison de Stickner, en roulant lentement. Il n'y avait aucune trace de la voiture de Suzanne. Il revint après 1 heure d'errance infructueuse. Entre-temps, son véhicule n'avait pas bougé. De retour chez lui, il ne cessa de penser à la façon dont son mariage et la vie qu'il aimait s'étaient effondrés. Il se demandait si le bonheur reviendrait un jour. Il a passé le reste de la journée à se morfondre dans la maison, trop épuisé pour casser un œuf. Même s'il mangeait de temps en temps des snacks, des jus de fruits et des colas pour apaiser sa faim, c'était à peine suffisant. Alors qu'il s'apprêtait à se coucher vers 21h45, il reçut un nouvel appel de Suzanne. Ce fut la seule interruption. Sans lui, leur immense lit semblait vide, et elle s'en désolait. En réaction, Hurley marmonna quelque chose sous sa respiration, essayant de retenir son agacement alors qu'il évoquait l'isolement extrême auquel elle ne savait pas comment faire face. Perplexe, Suzanne veut savoir ce qu'il veut dire. Comme il admettait qu'elle devait se sentir seule dans leur grand lit, il se contenta de répondre par la négative. À minuit, il alla se coucher, les pensées remplies d'incertitude, après lui avoir dit au revoir et combien il l'aimait. À quel point tenait-elle à lui? S'agissait-il d'une sorte de vengeance? En fait, c'est surtout sur elle qu'il s'est concentré. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pensez-vous qu'elle avait besoin d'autre chose? Il doit sûrement être en mesure de le lui fournir. Y a-t-il quelque chose qu'il puisse faire pour arranger les choses? À 8 heures du matin, il était encore bien réveillé après une nouvelle nuit agitée. Vers 10 heures, il a entendu la BMW de Suzanne entrer dans le garage alors qu'il était assis dans le salon, les rideaux tirés et les lumières éteintes. Peu après, elle est passée du garage à la cuisine, apportant avec elle un petit sac de voyage. Il l'a regardée arriver depuis son siège dans le grand fauteuil en cuir foncé. Sa tenue se composait d'un chemisier rouge sans manches et d'une jupe portefeuille à carreaux Campbell, les boutons supérieurs du chemisier en soie étaient défaits. Le collier cloisonné thaïlandais, cadeau de leur 3e anniversaire de mariage, ornant élégamment son cou fin, elle entra dans la cuisine, semblant revigorée et sereine. Elle traversa la pièce, puis s'arrêta net en regardant le désordre qui régnait dans l'évier. Morning n'avait même pas pris la peine de mettre les verres sales de la veille dans le lave-vaisselle, et encore moins de nettoyer après le petit déjeuner.
Suzanne ne put s'empêcher de remarquer la bouilloire sur la cuisinière, qui restait à chauffer de l'eau. Son regard nerveux va d'un coin à l'autre. Elle traversa lentement la cuisine, éclairée seulement par la faible lumière qui pénétrait à travers les rideaux fermés. Dans la salle à manger, elle s'arrêta pour regarder les rideaux fermés qui recouvraient les portes coulissantes du patio. Avant de poursuivre, elle a examiné toute la pièce. Son sac de voyage reposant sur une chaise dans la salle à manger, elle se glissa prudemment vers la cheminée du salon. Elle soulève le tisonnier et se tourne vers le public. À ce moment-là, Hurley, qui était assis en silence dans son fauteuil, leva sa tasse pour boire du thé, attirant son regard avec sa silhouette masquée. « Oh, mon Dieu! Vous m'avez fait une peur bleue. Quand es-tu revenu » s'écria Suzanne, la voix tremblante et incontrôlable. Les minutes lui parurent une éternité, Hurley laissant le silence s'installer avant de parler. Il y a quelques jours. Sa voix habituellement vive semblait sans vie. À moitié effondrée dans une chaise à dossier à rayures bleues et blanches en face de son mari, le visage de Suzanne s'est figé dans l'incrédulité tandis que ses genoux semblaient faiblir. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas appelé? Où es-tu resté » lui demande-t-elle. « J'ai appelé. Jeudi après-midi. Tu n'étais pas chez toi, ni au bureau. Jennifer n'était pas là non plus. » Hurley continua à boire son thé sans émotion, laissant le silence s'installer avant de prendre une nouvelle gorgée. « J'étais assis dans mon fauteuil quand vous m'avez appelé. J'ai passé la nuit dans ce vaste lit vide dont vous avez parlé. Un samedi, alors que le soleil réchauffe la chaussée, une voiture passe, donnant le ton à une dispute de plus en plus vive entre deux jeunes du quartier, à laquelle un chien ajoute ses aboiements avec enthousiasme. À la tombée de la nuit, les stores et les rideaux du salon sont fermés. Seuls les sanglots étouffés de Suzanne se font entendre. Tout en sirotant son thé, Hurley gardait une expression neutre. J'ai l'impression que le lit que vous avez occupé jeudi et vendredi soir n'était pas aussi solitaire que vous le prétendez. Vous voulez m'expliquer, Suzanne? Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé. La tête tremblante et le visage enfoui dans ses mains, les larmes de Suzanne coulaient à flot à ce moment-là. Hurley, je t'aime. Il ne s'agissait pas de toi ou de nous. S'il te plaît, essaie de comprendre, c'était quelque chose que je me sentais obligé de faire. Cela n'avait rien à voir avec mes sentiments pour toi, pour nous. Cela n'a pas de sens, Suzanne. En quoi le fait de me tromper n'a pas de rapport avec nous? Je me sentais obligé de le faire, Hurley. J'essayais de rendre à John ce qu'il avait fait pour moi. Cela n'avait rien à voir avec mes sentiments pour toi. Tout en sirotant son thé, Hurley observa sa femme en silence avant de se lever pour réapprovisionner sa tasse. De retour de la cuisine, il s'enquit de ses besoins, ce à quoi elle répondit silencieusement par un mouvement de tête. Reprenant place dans son fauteuil, il poursuivit. Expliquez-vous, ma femme. Pourquoi avez-vous estimé que vous deviez suffisamment à Stickner pour rompre vos vœux de mariage avec moi? Vous a-t-il fait chanter avant de vous aider pour le comte de Melrose? Non. Il ne ferait pas ça. Il est honorable. Ce qu'il a fait, c'est par gentillesse, sachant que je n'étais pas à blâmer pour le gâchis. Il n'attendrait rien en retour. Alors, s'il n'a pas demandé, pourquoi vous êtes-vous porté volontaire? C'est bien ce que j'entends. Qu'est-ce qui m'échappe? Vous rendez cela sordide. Ce n'était pas ça. C'était quelque chose qu'il méritait. Je l'ai dit, ça n'avait rien à voir avec nous. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait, une faute de ma part qui a conduit à ça? Non. Je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi. Je devais le remercier pour ce qu'il a fait. Son aide est bénéfique pour nous deux. Ce n'était pas pour moi, c'était pour lui, et ça n'avait rien à voir avec mon amour pour toi. Si vous êtes si affligé par la façon dont j'ai décrit votre liaison comme étant grossière et sordide, cela veut-il dire qu'elle vous a semblé belle, remarqua-t-il lentement et tristement après un moment de réflexion. Après une petite pause, Hurley reprit la parole. Tu te souviens, Suzanne, du fait que j'ai toujours promis d'être à toi. Et tu as souvent revendiqué ma propriété. Tu as affirmé que tu étais entièrement à moi sans qu'on te le demande. Peux-tu te souvenir de cela? Peux-tu te souvenir de la profondeur de ma croyance en notre appartenance mutuelle? Sa voix était plate et sans émotion, mais Suzanne pouvait entendre le frémissement dans ses mots. Oui. Je t'appartiens. Cela n'avait rien à voir avec toi, avec nous. Oh, Suzanne, comment peux-tu dire une chose et la contredire de façon aussi flagrante? Tu ne vois pas la contradiction? Tu as abandonné la seule chose qui comptait le plus pour moi, la seule chose que je chérissais le plus au monde, toi-même. Tu l'as donnée à un autre homme. Et en t'écoutant maintenant, je commence à croire que tu ne tiens pas en haute estime l'intimité que nous avons partagée. Tu l'as donnée à un homme qui, selon tes propres mots, ne l'avait même pas demandé.
C'est comme si tu l'avais supplié de la prendre. Vous êtes donc en train de me dire que cela n'avait aucun rapport avec moi, dit-il avec une pointe de mélancolie. Mais ça ne veut rien dire, Hurley. Je suis toujours entièrement à toi. Rien n'a changé en moi. Je t'aime entièrement. Je suis à toi, s'écrie Suzanne. Chaque expérience nous affecte différemment. Tu es revenu récemment d'une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, dit Hurley, la voix tremblante. Vous vous êtes livré à des actes intimes, des choses destinées uniquement à quelqu'un que vous aimez. En sanglotant, il a demandé, combien de nuits, Suzanne? Il n'y a eu que ces deux-là? Combien d'autres? Après un long moment, il reprend le contrôle de ses émotions et continue sans plus rien montrer. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, Suzanne. Combien d'autres hommes ont mérité ce qui était à moi? Tu prétends être à moi, et pourtant tu t'es donné avec tant de désinvolture. Tandis que Suzanne sanglote de façon incontrôlée, son corps se déforme et se recroqueville, ses épaules s'affaissent et ses bras s'enroulent autour de ses genoux. Elle enfouit son visage dans ses mains, les cheveux emmêlés de larmes. Au fil des heures, l'homme resta assis, plongé dans ses pensées, sa femme se recroquevillant à ses côtés. Les lumières étaient éteintes et le seul bruit provenait de l'extérieur en ce samedi calme et ensoleillé du quartier. Jusqu'au coup de midi de l'horloge du manteau, la pièce n'était remplie que des pleurs de Suzanne. Suzanne, je ne sais pas où nous en sommes. Je te jure que mon amour pour toi est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était dimanche dernier quand je suis parti pour Los Angeles. Mais je ne sais pas où nous allons. Tu insistes sur le fait que ta trahison n'a rien à voir avec moi. Tu ne saisis pas la gravité de tes actes. Ma confiance en toi est brisée. Je ne sais pas comment la reconstruire, ce que tu pourrais faire pour la regagner. Si tu suggères que je me venge en étant infidèle, pensant que cela équilibrerait les choses, c'est fini. Premièrement, si vous accordez si peu d'importance à ma fidélité, cela en dit long sur le peu de cas que vous faites de la loyauté. Deuxièmement, deux maux ne font pas un bien. Deux torts sont doublement préjudiciables. Posant délicatement la tasse de thé vide sur l'âtre de la cheminée, il se leva avec précaution et se dirigea vers la salle à manger. Il écarta les stores et regarda leur jardin ensoleillé et immaculé. Suzanne avait du mal à l'entendre tant il parlait doucement. « Suzanne, je veux te secouer si fort que tes dents claquent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à une femme, surtout pas à ma femme, à mon amour. Il serait imprudent de ma part d'affronter John Stickner maintenant, même si tu insinues que c'est toi qui l'as séduit. » Suzanne laissa échapper un léger son, réfutant probablement l'accusation. Puis, Hurley continua, « Vous me dites que ce n'était pas son idée. Mais considérez ce problème supplémentaire, maintenant qu'il a connu votre affection sans aucun effort de sa part, ne s'attendra-t-il pas à ce que cette affection soit facilement disponible à l'avenir? Indépendamment de ce que vous lui avez dit, il peut maintenant vous considérer comme facilement accessible. » Ces remarques transpercèrent la tentative de protestation de Suzanne. Peut-être qu'il ne pensera pas que tu es disponible pour n'importe qui, mais il pensera que tu es disponible pour lui. Pour lui, tu es facilement accessible. Avec le temps, il perdra beaucoup de respect et d'estime pour vous. Femme, si nous voulons sauver ce mariage d'une manière ou d'une autre, nous devons affronter cela de front, heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, à l'intérieur de ces murs, alors que nous nous efforçons de reconstruire notre communication. Prenant une profonde inspiration, il poursuit, presque en chuchotant, « Je ne sais pas si c'est possible. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons prendre aucune décision aujourd'hui. Il faudra des mois, voire des années, avant que nous nous sentions vraiment à l'aise l'un avec l'autre. Pour ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis. Demain, nous remplacerons notre grand lit par des lits séparés de taille normale. La chambre principale a suffisamment d'espace. Peut-être que si nous y mettons d'une autre, nous pourrons surmonter cette épreuve, si nous voulons vraiment tous les deux que ça marche. Je commence à me demander si c'est le cas. Pour l'instant, c'est le mieux que je puisse offrir. » Après avoir jeté un coup d'œil sur leur magnifique jardin, se retourner vers le salon revenait à jeter un coup d'œil dans un donjon lugubre. « Je suis prêt à faire un essai. Nous pourrons discuter de ce que le mariage signifie pour chacun d'entre nous dans les mois à venir. Peut-être pourrons-nous sauver cette situation. Suzanne, je t'aime toujours. » Pour accéder à la terrasse, il ouvrit les portes vitrées et sortit. Les cris de sa femme résonnèrent à travers la vitre lorsqu'il referma la porte derrière lui.